Les voix du Seigneur, bonjour. Oui, bonjour, j'ai fait quelque chose de vraiment terrible. Je crois que je vais aller en enfer. Oh, allez, allez, racontez-moi tout, je suis sûre que c'est pas si terrible. Ok, je vais tout vous expliquer. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Alors, bonjour et bienvenue dans l'Esprit est fort. Aujourd'hui, cette émission sera pour toi, Eric Cartman de tout poil, tricheur invétéré, et toi qui pleures à la seconde où tu t'es abîmé un ongle. Parce qu'on va parler d'handisport et de la fraude la plus incroyable de son histoire. mais avant de vous raconter l'épopée de ces petits, on va quand même voir ce que c'est, le handisport. À notre époque, il y a des fédérations, les choses sont vraiment installées, il y a des professionnels, des gens vraiment qui vont venir, mais regardez-moi ça quoi, repousser des limites incroyables. Et avant toute chose, je vous jure que ça vaut le détour. Un bref retour sur l'histoire héroïque de l'homme par qui tout allait commencer. Ludwig Guttmann, retenez ce nom, est un neurologue allemand né en 1899. Tout se passe bien pour lui, il réussit en médecine, vit sa vie. Il ne pouvait pas savoir qu'un grain de sable, un tout petit grain de sable de l'histoire, allait le faire passer de médecin respecté à légende. Ce microscopique grain de sable de rien du tout avait une passion, l'Allemagne, un ennemi, le juif, et un nom, Adolf Hitler. Une sorte de petit moustachu. Pas de bol pour Gutmann, il était pas tellement petite moustache lui. Il était plutôt étoile jaune. Du coup, il a pas tellement accroché au projet, quoi. C'était pas trop son univers, non. Bref, ça sent vraiment pas bon pour lui. Après des pressions en tout genre, s'être fait virer de son hôpital et un interrogatoire de la Gestapo, Gutmann se dit que c'est peut-être temps pour lui et sa famille d'aller voir ailleurs. Ciao les meufs. En 1939, les Gutmann débarquent au pays du pudding et du Yorkshire, l'Angleterre. Là-bas, il gérera le Centre national des blessés de la moelle spinale. Mais qu'est-ce que c'est quoi la moelle spinale? Aussi appelée moelle épinière, en plus de te permettre de te transformer en titan, pouce bleu si t'as la ref, c'est ce canal qui permet d'envoyer les ordres du cerveau aux muscles. En gros, s'il y a un problème, ah bah ça va marcher drôlement moins bien. Et avec le début de la Seconde Guerre mondiale, va y avoir du taf. Pour remettre sur pied les vétérans de la guerre, il a une idée, totalement novatrice pour l'époque, les faire bouger. Le sport aidera à leur récupération physique et mentale. À l'époque où les handicapés aux yeux de la société sont vus comme des monstres, sont rejetés, lui est convaincu que leur redonner confiance en eux à travers un objectif sportif est une clé indispensable à leur récupération. Et ça marche. Enfin, ça marche. Ça fonctionne. Pour l'exemple, un vétéran de la Première Guerre mondiale en position allongée depuis 26 ans. Au bout de 6 mois avec la méthode Gutmann, il repart seulement avec une canne et réussit à marcher. Maintenant, c'est sûr, au-delà de l'activité physique, le sport est une réponse efficace. Une nouvelle philosophie change la donne. Ce ne sont plus des handicapés, ce sont des athlètes d'un genre nouveau. Et très vite, le besoin de compète s'est fait sentir. La veille des JO de Londres en 48, il organise les premières compètes handisport. Ça se déroulera à Stoke-Mandeville, son propre hôpital. Niveau affluence, on va pas se mentir, c'est pas encore ça. Cette édition réunit 16 participants étalés sur deux sports. Bon, c'est déjà ça. Ce sera le tir à l'arc et le basket. La consécration arrive en 1956, où le Comité international olympique donne le statut de Jeux olympiques à cet événement. 4 ans plus tard, les premiers Jeux paralympiques. Et là, c'est plus la même. 400 athlètes, 23 nations, 8 sports, 57 épreuves. Ils sont bien loin, les Jeux de Stoke-Mandeville, et celui qui se fait appeler le Coubertin des paralysés par le pape est devenu membre de la Royal Society et a été anobli par la reine. Il faut donc l'appeler Sir Gutmann. Et à notre époque, vous le savez, il existe une galaxie d'activités, il n'y a quasiment pas un sport qui ne connaît pas son adaptation en handicap.
Il y a des professionnels, on parle de sports classiques, de salles, des sports extrêmes. Bref, c'est incroyable le développement que ça a connu. Merci Ludwig. Wouah, la classe quand même. Quand on sait qu'il aurait fini en brochette dans son pays, lui, c'est quand même le côté lumineux de la force. Mais s'il existe un côté lumineux, il existe un côté obscur. Laissez-moi vous narrer l'histoire incroyablement dégueulasse, mais vraie, de ce qui s'est passé pendant les JO paralympiques de Sydney avec l'équipe espagnole de basket adapté. Aux Jeux paralympiques, il y a plusieurs catégories, en fonction de ton handicap, qu'il soit physique, que tu sois sourd, aveugle, et il y a aussi une catégorie pour le handicap mental. Vous voyez pas un peu le truc venir? C'est laquelle, à votre avis, la plus facile à tromper? Allez, c'est parti, test de fraude pour la catégorie des amputés. Allez. Ouais, c'est pas mal, on y croit, ça passe. Oh, mais quel boulet! Non, mais sans déconner, mec. Bon, allez, là, maintenant sur les aveugles, hein, tu te rattrapes. Ouais, pas mal, pas mal. S'il te plaît, tu nous passerais pas la bouteille d'eau? Ouais. À toi ou à lui? Non, mais sans déconner. Ouais, va-t'en. Bon, allez, le handicap mental, hein, a priori, c'est tes meilleures chances. Oh ouais! Oh, génial! J'ai rien fait. Oh là là, mais c'est super! Cool. Et ouais, c'est bien là que ça va se jouer. Pour être dans la catégorie des sports adaptés, c'est-à-dire handicap mental, il faut avoir un quotient intellectuel inférieur ou égal à 75. Pour un valide moyen, il va osciller entre 85 et 115 points. Ne serait-ce pas là une belle opportunité pour mettre quelques valides dans une équipe adaptée? Question auquel a répondu l'équipe espagnole de basket. Nous sommes donc au JO de Sydney en l'an 2000, et comment dire, pendant le tournoi, les Espagnols, ça donne à peu près un truc comme ça. Pendant le match contre la Chine, l'entraîneur demande carrément à ses joueurs de lever le pied, car avec 30 points d'avance, dit-il, ça allait se voir. Ils éliminent donc finalement toutes les autres équipes adverses et arrivent en finale, contre la Russie. Et là par contre, contre toute attente, non, il gagne. Il gagne. 87-63, non, il gagne. Mais qu'est-ce que ça aurait été trop bon qu'ils perdent par contre. Bref, ils gagnent, ils sont médaillés d'or, ils vont ramener la coupe à la maison. Sauf que là encore, un petit grain de sable va venir changer le cours des choses. Le quotidien sportif Marca publie une photo des héros victorieux. Mais certains lecteurs sont sûrs de reconnaître des valides. Un autre magazine, le Gigantes, lui aussi l'affirme, et il dit même reconnaître un professionnel dans l'équipe. Ça commence à sentir mauvais, à tel point que quand l'équipe rencontrera le secrétaire d'État au sport pour fêter leur victoire, on demandera aux joueurs de porter des casquettes et des lunettes. Mais en vrai, on est encore au stade du doute. Celui qui va vraiment tout faire péter, c'est lui. Carlos Ribagorda. C'est un des joueurs de l'équipe. Il renvoie sa médaille au CIO, pas parce qu'il est pris de remords. Oh non. C'est bien mieux. Il est en réalité un journaliste infiltré. 2 ans d'investigation pour son journal Capital. Et alors là, il va tout balancer. Selon lui, 10 sur les 12 sont des joueurs valides. Il n'y a aucun contrôle sur les participants. Lui-même n'a reçu qu'un test. Pression sanguine après 6 pompes. Et c'est tout. Le CIO lui-même n'a jamais rien vérifié. Toujours selon Ribagorda, le sport adapté est pourri. Dans d'autres disciplines, 2 nageurs, un pongiste, une équipe d'athlètes. Dans d'autres nations, Brésil, Russie, Pologne. Une bombe atomique vient d'être lâchée. L'explosion provoque une déflagration si énorme que le CIO refuse tout sport adapté. L'handicap mental, son contrôle et ses critères sont jugés trop difficiles à tenir. Il sera banni pendant 12 ans des Jeux. Cette affaire tint l'opinion publique en haleine jusqu'à l'épilogue, le procès de l'équipe et de ses dirigeants. Fernando Martín Vicente,
Le président espagnol des sports spéciaux est condamné à 5 400 € d'amende. C'est pas beaucoup. Et doit rembourser 150 000 € de subventions publiques. Bon, c'est un peu mieux. Dommage, car si on croit les dires des suspects, c'était précisément pour avoir plus de subventions qu'ils ont mis en place toute cette opération. Alors selon vous, stratégie de défense pour sauver ses miches pendant le procès? Ou juste réalité de gens qui voulaient vraiment aider? Qu'est-ce que vous en pensez? Quant aux 18 autres accusés, les joueurs, ils n'ont rien eu. Probablement que les juges ne voulaient pas taper trop fort sur la Fédé et le handisport. Après le procès, c'était l'heure du choix. Le sport adapté devait revenir. Il fallait patienter, car un événement plus particulier que les autres nous a fait attendre. Jusqu'au JO de Londres, où 64 ans plus tôt, Sir Ludwig Guttmann lançait la première compète d'handisport. Tout un symbole. Descendre de la guerre aux prouesses de Stoke-Mandeville, de la trahison à la Renaissance, une sacrée histoire, le handisport. Et voilà, c'était le nouvel épisode de l'Esprit est fort, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la procédure. En tout cas, à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, l'Esprit est fort.